Histoire de crime, un balado du journal. Salut les garçons, comment ça va? Ça va bien! Hey, c'est le fun de vous retrouver. Est-ce que vous commencez à prendre vos aises? Je commence à être habituée. Moi, mon petit banc dans les archives du journal, dans le sous-sol du 4545 rue Frontenac. C'est le fun de vous retrouver. Maxime, t'avais pris une petite pause la semaine dernière. J'étais un peu fâché. Moi, je regarde ça, le balado. Catherine Lamontagne, assis à mon siège. Si tu nous écoutes, Catherine, j'étais pas de bonne humeur. Ben, t'es bonne en plus, on a vraiment eu du plaisir. Mais c'est le fun de te retrouver. Pour ceux qui ne connaissent pas, Valérie Gontier au micro. On est tous des journalistes aux affaires criminelles. Maxime Delan, journaliste, photographe, tu te promènes sur la route, t'es un patrouilleur, tu suis les faits divers. Michael Nguyen, toi, t'es sorti du Palais de justice de Montréal pour venir nous parler encore une fois cette semaine, fidèle compagnon, qui vient nous parler là, des cas les plus qui t'a le plus marqué. De quoi tu vas nous parler cette semaine? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un réseau de trafiquants de cocaïne à travers toute l'Amérique du Nord qui a des ramifications à Montréal avec Roberto Scopa. Roberto Scopa, le frère de deux mafieux très connus qui ont été assassinés, et Roberto Scopa est en attente d'extradition vers les États-Unis pour être jugé. Toi, Maxime, tu restes dans le domaine du crime organisé. Oui, je vais vous parler du code d'honneur en fin de semaine. Il y a eu des coups de feu chez la mère de Jean-Philippe Célestin, un chef de gang, un acteur influent du crime organisé montréalais. Et le code d'honneur, c'est quoi? On tue personne devant la conjointe ou les enfants de sa cible, et on ne s'en prend pas non plus aux membres de la famille. Ouais. Et ça a été bafoué en fin de semaine. Je vais vous en parler. Ceux qui nous écoutent et qui nous regardent vont voir un lien entre vos deux sujets. On se reparle de ça. Moi, je vais dans un tout autre registre. Je vais vous parler de pornographie juvénile. Je me suis intéressée au cas d'une mère qui a offert en pâture son garçon de 6 ans en envoyant des photos à un individu qui est à son tour accusé en matière de pornographie juvénile. La raison pour laquelle on parle de ce sujet sordide et sensible, c'est pour faire de la sensibilisation et pour expliquer aux gens que ça existe et que lorsqu'il y a de la pornographie juvénile, ben, il y a des enfants qui sont exploités. Donc, on va se parler de ça. Mais également, en fin d'épisode, on va également parler avec Stéphane Allary, notre patron au fait divers, qui est également un journaliste depuis plus de 30 ans, qui va venir nous parler d'une archive, là, dépoussiérer des articles là, qui parlent d'une émeute meurtrière. Restez à l'écoute, c'est incroyable cette histoire. C'est quand même incroyable et ça a eu lieu avant même qu'on soit né. Donc, moi, je suis pas du tout au courant de cette histoire-là. Michael, parle-nous de ton histoire d'extradition. Donc, c'est une méga opération américaine qui implique le FBI en Californie. Pendant des années, ils ont enquêté sur un énorme réseau de trafiquants de cocaïne. Comment ça marche? La cocaïne, on peut pas la fabriquer aux États-Unis ni au Canada. Ça doit être fait, en général, dans des climats comme l'Amérique du Sud, la Colombie. Ouais. On connaît tous Pablo Escobar et tout ça. Là, c'est un réseau qui fabriquait de la cocaïne en Colombie, en Équateur, l'envoyait aux États-Unis, à partir des États-Unis, la distribuer soit à travers le pays, soit l'envoyer au Canada pour être distribué à travers le Canada. Et après des années, ils ont réussi à prendre un membre de ce groupe-là qui a décidé de retourner sa veste et de devenir un informateur pour la police. Okay. Méga opération, puis ce genre d'opération, on s'entend, c'est pas 2-3 personnes qui font ça en Californie. Il y a un réseau avec des ramifications partout, dont à Montréal. Ouais. Et selon les autorités américaines, le chef de file à Montréal, le grossiste, celui qui vraiment ramenait les quantités, on parle de dizaines de kilos à la fois, c'est Roberto Scopa. Ça me dit quoi, ce nom-là? Ah ben, moi aussi. Je pense que toi, tu le connais. Je pense qu'on va en reparler dans nos sujets. C'est le grand frère, c'est le grand frère de Salvatore Scopa et Andrew Scopa, les deux qui ont été assassinés dans les dernières années. Deux chefs mafieux qui sont très, très connus. D'ailleurs, Andreas Scopa, il est connu, il parlait à notre collègue Félix Séguin du bureau d'enquête. Il y a même un livre, La Source, qui est sorti. Ouais. Donc là, comment ça fonctionne? C'est les États-Unis ils ont accusé Roberto Scopa, ils veulent le ramener en Californie pour le juger. Parce que lui, dans le fond, il est revenu ici, il a été arrêté. Oui, il habite ici, il habite à Montréal. Il faut qu'il soit jugé aux États-Unis. Exactement. Et évidemment, on a des accords avec les États-Unis. Ouais. Une demande d'extradition a été faite. La GRC a passé les menottes au poignet de Roberto Scopa. Mais lui, maintenant, ce qu'il demande, c'est « OK, je suis accusé aux États-Unis. Donc déjà, il faut vérifier si est-ce que lui, en tant que Canadien, il peut être envoyé là-bas pour être jugé. Et en attendant, il dit « Je veux être libéré pour vivre une vie normale. »
Il a témoigné. Parce que c'est un processus qui est très long, là, l'extradition. Là. Ça Donc, peut être très, très long. Il va être libéré en attendant d'être envoyé aux États-Unis. Exactement. Ouais. Donc, il a témoigné ce mardi et c'était vraiment particulier parce que les frères Scopa, on parle d'Andrea et Salvatore, ils sont connus pour être excessivement violents. Ouais. Et lui, s'est vraiment présenté comme une personne qui n'a rien à voir avec ses deux frères. On ne choisit pas notre famille. Exactement. Il a carrément renié ses frères. Complètement, en disant que si je les voyais, c'est pas par choix, c'est eux qui venaient me voir. La conjointe de Roberto Scopa est venue témoigner pour dire que moi, j'étais un petit peu mal à l'aise, j'aimais pas trop les voir, mais en même temps, c'est la famille, fait qu'est-ce qu'on fait? Puis lui, il dit, moi, je travaille normalement, mon rêve, ce qu'il veut faire, c'est travailler dans la construction, ben tranquille, il y a son plan, c'est toi. Métro, boulot, dodo, se lever, aller travailler, revenir. Ça montre à quel point il y a des acteurs du crime organisé qui sont prêts à tout pour se sauver. Sauver le cul, on va le dire. Tu sais, dans la mafia italienne particulièrement, la loyauté et le respect, c'est deux valeurs ultra importantes. Et là, tu as le frère de deux gars qui emmenaient large au sein du crime organisé, qui est prêt à renier ses frères, ses défunts frères, pour se sauver. Sauf ce qu'il dit... Pire encore, on parle de loyauté. Lui, il le dit, le crime organisé, ça me regarde pas. Je ne suis pas dans le crime organisé. Donc, s'il est, le fait de le dire, c'est certain que ça a un impact assez fort. Mais c'est pas la première fois qu'on entend ça, là. Tu sais, ça arrive quand même régulièrement où des parents qui sont choqués puis qui disent que leurs enfants sont... Tu comprends? Ouais. Mais là, c'est lui qui le dit. Et ce qui est particulier, c'est qu'il n'a pas vraiment d'antécédents criminels au Canada. Ouais. Donc, il s'est jamais fait arrêter dans une opération de drogue au Canada, à Montréal, par la Sûreté du Québec, la police de Montréal. Mais selon les autorités américaines, lui, il faisait affaire avec les Américains. Donc là, il témoigne, il propose une caution de plus de 100 000 $. Puis pour justement prouver que c'est pas de l'argent sale qui provient du crime organisé, il dit, c'est mes propriétés, j'ai une hypothèque dessus, j'ai encore une hypothèque à payer. Donc il paye tous les mois comme n'importe quelle personne normale. Il y en a une, je l'ai achetée pour ma mère parce que je travaillais dans la construction, j'ai vendu mon entreprise. Donc, c'était vraiment particulier parce qu'habituellement, les personnes liées au crime organisé, ils témoignent, mais c'est très circoncis. Je suis prêt à porter un bracelet électronique, je suis prêt à déposer cette caution. Puis c'est à peu près ça, là. Je suis prêt à respecter un peu. Et lui, comment il était dans la salle de cours? Est-ce que, tu sais, il se débattait un peu comme un petit diable dans l'eau bénite? Est-ce qu'il essayait vraiment très naturellement, puis le consensus. Est-ce qu'il tentait vraiment de laver sa réputation? Oui, puis c'est ça ça détonnait vraiment d'autres personnes liées au crime organisé, avérées ou pas, qui témoignent à la cour. Il a donné beaucoup d'informations. Sa famille était là au complet. Il en a parlé, puis on sent qu'il s'est braqué quand on a commencé à parler de ses frères. Ouais. Puis là, on voyait que ça l'irritait en disant « Je ne suis pas mes frères, je n'ai pas de lien avec eux ». Ceci dit, la procureure générale qui représente les États-Unis, elle a quand même fait remarquer qu'il semblait voyager beaucoup, entre autres en Colombie, et que par hasard, il s'est retrouvé à Noël dans un hôtel à des milliers de kilomètres de Montréal. Avec qui? Avec Martin Robert, qui est le Hells Angels le plus influent au Québec. Ouais. Lui, ce qu'il disait, il dit, c'est un hasard total. J'étais avec ma famille, puis on s'est fait un point d'honneur de ne jamais aller à la salle à manger quand lui est là, justement pour pas se croiser, parce que je suis avec ma famille. Ça, est-ce que c'était avant ou après le décès de ses frères? En 2019, donc à peu près à la même époque. Ouais. Okay. Donc c'est vraiment particulier comme cause. Ça continue. Est-ce qu'il va être libéré ou pas? Le juge doit prendre plusieurs mesures. Par exemple, il est recherché aux États-Unis, et puis c'est connu, je pense, c'est connaissance publique, aux États-Unis, les prisons sont peut-être beaucoup moins confortables qu'au Canada. Et les peines sont plus sévères aussi. Les peines sont énormément plus sévères. Aussi, ouais. Puis on parle de dizaines et de dizaines de kilos, on parle d'armes à feu, on parle... Mais c'est normal, tu sais, qu'ils se défendent comme ça. Ben oui. Il sait ce qui l'attend aux États-Unis s'il est extradé là-bas. Il risque de pogner des 10, 15, 20 ans. Mais il n'est pas sorti du bois, là, parce que là, en ce moment, cette opération-là, c'est juste pour savoir, tu sais, cette audience-là, c'est juste pour savoir si elle est restée détenue. Il va être détenu au Canada en attendant d'être envoyé aux États-Unis pour être jugé. Exactement. Donc, ça risque d'être très long. Tout le processus, ça peut prendre 1 an, 2 ans. Mais après, on va voir s'il s'en va là-bas et qu'il est déclaré coupable. Surtout que les Américains, quand ils déposent des accusations et qu'ils demandent au Canada de les aider
pour arrêter quelqu'un, souvent, ça prend un dossier vraiment solide. Ouais, puis comment tu te sentais, toi, comme... Tu sais, quand on est journaliste, les gens, ils réalisent pas, là, mais on est comme là, avec notre petit calepin, notre crayon. Puis de l'autre côté, t'as la famille, tu sais, puis on n'est pas comme contre eux, là. Nous, on est là pour rapporter des faits, mais ça peut être quand même intimidant. Puis je parle pas nécessairement de ce qu'on allègue, là, qui pourrait tremper dans le crime. Je parle juste d'être là, puis qu'eux, ils savent qu'on va aller parler de ça, qu'on va aller parler d'affaires super personnelles. Mais là, tu disais qu'il était beaucoup. Ça fait comme un effet... On n'est pas gros dans nos cas-ci, j'étais vraiment assis à côté d'eux, mais ce qui est important, je pense, c'est le respect. Puis ça, on va embarquer dans ton sujet, c'est... Je les regarde, ils me regardent, c'est sûr que ça leur fait pas plaisir que je sois là. Mais en même temps, ils savent que j'ai un travail à faire. Je le fais de façon respectueuse. Je suis pas là pour planter personne. Ouais. Je suis là pour apporter les audiences à la cour et informer le public sur comment ça marche une audience d'extradition avec le cas de Roberto Scopa. Exact. Et ça, ils le comprennent très, très bien. Il n'y a pas eu de problème, vraiment. Ouais, on parle des frères Scopa. Un des frères Scopa a été assassiné en plein hôtel à Laval pendant un événement familial, là où il y avait d'autres événements familiaux devant des enfants, des femmes, sa famille. Salvatore Scopa, c'est comme ça qu'il est décédé. Est-ce qu'on parle ici d'un bris du code d'honneur? Oui. Tout ça, pourquoi je veux vous parler du code d'honneur cette semaine, c'est que samedi soir dernier, il y a des coups de feu. Tout ça commence par des coups de feu qui sont entendus sur l'avenue Henri-Julien à Montréal. Et là, moi, je suis à la maison et là, je reçois sur mon téléphone des informations. Oh, Henri-Julien. Et là, je reçois un appel qui change tout. C'est une source qui me dit c'est chez la mère de Jean-Philippe Célestin que ça a tiré. C'est qui Jean-Philippe Célestin? Jean-Philippe Célestin, chef de clan, impliqué dans le trafic de stupéfiants, particulièrement au centre-ville de Montréal, très proche du tueur à gages Frédéric Silva, qui a retourné sa veste, qui est devenu maintenant, qui collabore maintenant avec la police. Il était très proche aussi de Grégory Woolley. Ouais. C'est un gars qui est très proche de la mafia italienne, proche des motards aussi, et que tout récemment, les policiers ont vu dans un bar de l'Est de Montréal avec sa veste des Marauders, qui est le principal club-école des Hells Angels du chapitre de Montréal. Donc, ce que ça veut dire, pour ceux qui s'y connaissent un peu moins, Jean-Philippe Célestin, quelqu'un de très, très influent au sein du monde interlope à Montréal, et qui est maintenant collé sur les plus influents Hells au Québec, dont Martin Robert et Stéphane Plouffe, parce que ça, c'est des membres en règle du chapitre de Montréal des Hells Angels. Donc là, c'est pas chez lui qu'on est allé tirer des coups de feu. Non, d'abord, il y a son frère, mi-février, qui a été assassiné en pleine rue. Et là, on est 5 semaines plus tard, des coups de feu qui sont tirés sur la porte de la résidence de sa mère, sur le plateau Mont-Royal. Ce qu'on me dit, c'est que Jean-Philippe Célestin était à l'intérieur, mais quand même, on vient tirer chez la maman d'un acteur influent du crime organisé. Et la maman, elle n'a rien à voir dans je présume, là, je présume qu'elle doit être un peu au courant des activités de son fils, là, on s'entend. Sauf que elle n'a rien à voir. C'est une madame qui mène une vie tranquille, somme toute. Mais ça vient une fois de plus bafouer le fameux code d'honneur, parce que le code d'honneur, c'est quelque chose qu'on aborde souvent quand des membres du crime organisé se font abattre. Puis je le disais dans le préambule, code d'honneur, c'est pas compliqué. Tu ne tues pas devant la femme, la conjointe ou les enfants de la personne. Tu ne t'en prends pas aux membres de la famille. Et plus que jamais, dans les dernières années, ce code d'honneur-là, ces règles non écrites sont bafouées. Puis je te dirais que là où le game changer, là où ça l'a basculé, c'est un meurtre justement que j'ai couvert alors que je débutais un peu ma carrière dans les faits divers. C'est le meurtre du patriarche de la famille Rizzuto, Niccolo Rizzuto Senior. Tué dans sa cuisine. Ouais, lui était dans sa luxueuse résidence, la fameuse rue Antoine Berthelet qu'on appelait la rue de la mafia à l'époque. Lui est dans sa cuisine avec sa femme, avec sa fille, et il y a un tireur qui est embusqué dans un petit boisé en arrière, et à travers la headset, il a fallu une seule balle qui a atteint M. Rizzuto en pleine tête. Et tu sais, les 2 femmes qui étaient à l'intérieur, ça s'est produit sous leurs yeux. Les 2 femmes ont été transportées à l'hôpital en proie à un violent choc nerveux. Mais dans les années qui ont suivi, ça a quand même été un peu plus tranquille. Mais en 2017, Non, mais attends, cette fois-là, tu avais pris une photo de l'impact de balle. Fred, tu vas nous mettre ça au montage.
Ça, c'est dans la la photo. fenêtre. Là. C'est quand même impressionnant, Mais cette photo-là. cette photo-là était particulière parce que j'étais le seul à avoir pu faire cette photo-là. C'est vraiment la photo qui m'a fait le connaître à l'époque parce que j'étais tout nouveau dans le milieu. Mais ceci étant dit, quelques années plus tard, on est en 2017, Antonio Turbo de Blasio, lui aussi, c'est un mafieux qui est très bien connu au sein du crime organisé à Montréal. Lui, il va chercher son fils qui vient de terminer son entraînement de football dans le quartier Saint-Léonard. Et alors qu'il vient de revenir à son véhicule, il est abattu de plusieurs coups de feu sous les yeux de son garçon. Ensuite, on en a parlé tantôt, Salvatore Scopa, qui participe à une réunion, une fête familiale dans un hôtel à Laval. Lui a été criblé de balles. Il était dans le lobby de l'hôtel. Il y a des tireurs qui sont rentrés là. Ils ont été criblés de balles, mais il y avait énormément de gens, des enfants, des femmes. Ça, là, des vidéos de gens qui couraient partout. C'était la panique. Il y avait la victime par terre ensanglantée. C'était le bordel. Et pas plus tard que l'année dernière, Claudia Iacono, qui est la conjointe d'un mafieux, qui est la belle-fille du défunt mafieux Moreno Gallo, qui lui a été assassiné au Mexique en 2013. En plein restaurant. Mais Claudia Iacono, qui, somme toute, mène une vie rangée, une femme d'affaires accomplie, elle est la conjointe d'un homme qui serait relié au crime organisé. Elle a été abattue dans sa voiture alors qu'elle arrivait à son salon de coiffure. Encore là, on s'en prend. Ben, il était établi qu'il y aurait eu erreur sur la personne parce que ce serait son conjoint qui était visé. Mais quand même, elle a été assassinée. Devant des membres de sa famille. Il y a des membres de sa famille qui étaient proches. On s'en est pris à la conjointe d'un homme soupçonné d'être relié au crime organisé. Et tout récemment, juste un peu avant les fêtes, le gangster très connu dans le milieu du crime organisé au Québec, Gregory Woolley, qui est assassiné. Lui, il est avec sa petite fille de seulement 4 jours. Et sa conjointe. Ils viennent de débarquer du véhicule et ils s'en vont. Ils ont un rendez-vous au CLSC avec leur nouveau-né à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a un tireur qui surgit et qui abat de sang-froid Gregory Woolley de plusieurs coups de feu. Sa voiture. À côté de sa femme et de son petit bébé. Dis-moi, Maxime, est-ce que ça pourrait être lié au fait que dans les dernières années, le crime organisé il sous-traite beaucoup les contrats aux gangs de rue qui ont peut-être une morale différente, des gens plus jeunes, des gens qui ont moins d'expérience. C'est pas juste la morale, c'est une question d'opportunité, moi, qu'on m'a expliqué. C'est juste une question d'opportunité. Donc, il est là, j'ai la cible, je l'ai devant les yeux, bang! Je m'en fous qu'il y ait une coquille avec un nouveau-né à côté. Comprends-tu? Qu'est-ce qui se passe? C'est que, tu sais, anciennement, c'était des contrats, par exemple, si on prend les Hells Angels, souvent, il fallait que tu commettes un meurtre pour avoir tes couleurs, tes patchs, pour devenir membre en règle. Mais au tournant, justement, des années 2010 environ, les gangs de rue à Montréal ont pris de plus en plus de place sur l'échiquier criminel de Montréal. Chénier Dupuis, tous les anciens, les vieux de la vieille. Puis Gregory Woolley a un lien avec ça, parce que c'est lui qui a un peu mis les gangs de rue sur la map. Gregory Woolley était connu dans le milieu comme étant le parrain des gangs de rue. Mais les contrats de meurtre, à partir justement autour de 2010, étaient donnés en sous-traitance. Et souvent, c'était des gars de gangs de rue qui ramassaient ces contrats-là. Et les gangs de rue sont connus pour faire preuve d'une grande impulsivité, d'une grande violence. C'est pas nécessairement les gens qui ont le plus grand jugement. Puis il faut le voir, tu sais, avec toutes les fusillades à Montréal, en plein jour, en pleine rue, dans des endroits publics. Ces gens-là, les membres de gangs de rue qui exécutent des contrats de meurtre, ben tu le disais, la cible est là, j'ai l'opportunité de le faire, il n'y a personne qui regarde. Paf, paf, sans se soucier de l'impact. Il aurait pu avoir un bébé qui meurt cette fois-là. Il aurait pu avoir une conjointe qui meurt. Il aurait pu avoir un passant qui s'en allait s'acheter, comme faire son épicerie. Là, c'est un stationnement de centre d'achat, là, si je ne me trompe pas, là, où il y avait le CLSC. Là, il aurait pu avoir des personnes innocentes. Là. Le stationnement était bondé. Ben oui. Il était autour de 10 heures le matin. Surtout, ils sont aussi de plus en plus jeunes. Il y a eu des coups de feu, des contrats qui ont été faits. J'ai vu des vidéos, on me les a montrées. C'est fascinant de voir des jeunes, parfois mineurs, et clairement, c'est des gens qui n'ont jamais manié d'armes à feu. Leurs mains, elles tremblent, ils connaissent pas le principe du recul, fait que dès qu'ils tirent le premier coup, le pistolet, il se met à voler dans les airs. Ça, le portrait a changé. Le portrait a changé, mais tu sais, il va y avoir toujours deux écoles de pensée là-dessus. Il y a les gens qui pensent que, oui, il y a un code d'honneur et il est juste pas respecté, puis il y en a d'autres qui disent « Hey, le fameux code d'honneur, il n'y en a jamais eu, puis il n'y en aura jamais, parce que eux autres, ce qu'ils veulent, c'est réaliser le contrat, coûte que coûte. Si l'opportunité se présente, ils le font, that's it. Il n'y a pas d'honneur à tuer de toute façon. Tout ça, c'est pour l'argent qu'ils le font de toute façon. Exact.
pour régler leur compte. Fait que, mais ça va être super intéressant à suivre au cours des prochaines semaines, prochains mois, parce que présentement, le milieu du crime organisé à Montréal et dans le Grand Montréal est en ébullition, je peux vous le dire. OK, c'est intéressant. Moi, je vais vous parler, je m'en vais ailleurs, là, un autre registre. De quoi tu nous parles? Je vais vous parler de pornographie juvénile. Il y a eu un cas que j'ai eu à traiter qui concerne... Tu sais, vous savez, on voit des accusations, Mickaël, tu consultes beaucoup des rôles, là. Puis c'est ça un peu notre travail. Puis on voit une accusation qui est... Moi, je vois arrangement et entente, là, quelque chose qui est lié à de la pornographie juvénile. Puis je pose des questions. On puis voit ça rarement. on voit ça très rarement. Donc ça, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a deux personnes qui font un arrangement et une entente pour... à des fins sexuelles, là, puis qui impliquent une victime mineure. Ce qui est arrivé, c'est que les policiers de Longueuil ont arrêté une maman qui aurait offert en pâture son garçon de 6 ans à une personne qui est également accusée en matière de pornographie juvénile. Dans cette histoire-là, moi, j'ai eu la chance de parler avec l'enquêteuse qui a travaillé sur ce cas-là. C'est une personne qui est affectée vraiment aux crimes sexuels au service de police de l'agglomération de Longueuil. Elle fait ça à journée longue. Elle regardait des fichiers et tout. Puis j'ai trouvé ça comme intéressant parce que cette histoire-là, c'est grâce à un appel du public qui ont pu comme découvrir cette situation-là. Je vous apprends rien si je vous dis que souvent, les images qui sont retrouvées, ce sont des images qui proviennent de l'extérieur du pays, là. Mais ici, on parle quand même de production de pornographie juvénile, puis c'est important de rappeler que lorsque toute photo, là, même si ta photo, elle vient de l'Asie, de l'Europe de l'Est, peu importe, il y a un enfant qui est abusé, là, tu sais, pour faire cette photo-là. Puis, tu sais, dans le fond, cette policière-là, cette sergente détective, ce qu'elle a fait, c'est que la première chose qu'ils ont fait lorsqu'ils ont eu l'appel du public, c'est d'aller mettre en sécurité cet enfant-là. Première chose qui a été faite. Ensuite, ben, il y a eu comme une espèce de course contre la montre, branle-bas de compas qu'on peut s'imaginer, là, dans une équipe d'enquêteurs, essayer de trouver toutes les autorisations judiciaires. Tu sais, on peut pas juste débarquer chez quelqu'un, faire bam, donne-moi ton ordi, là, c'est pas de même, ça marche, là. Il y a comme tout aller chercher les autorisations judiciaires pour faire les perquisitions. Mais c'est qu'à ce moment-là, excuse-moi de couper, à ce moment-là, on soupçonne, il y a quelqu'un qui appelle pour dire je m'inquiète pour cet enfant-là. On dit qu'un enfant pourrait se retrouver, là, dans une situation d'abus ou de danger. Fait que, OK. Donc là, il y a eu comme une intervention qui a été faite à ce niveau-là. Puis ensuite, ben, l'objectif numéro 2, après avoir mis en sécurité cet enfant-là, c'est de mettre hors d'état de nuire la personne qui est impliquée. Et là, lorsqu'on arrête la mère, ensuite, ce qu'on veut faire, c'est de prouver qu'il y a eu comme une boucle, là, tu sais, que cette photo-là a bel et bien été envoyée à un individu. Et là, cet autre individu-là a aussi été arrêté. Évidemment, là, la mère, on pourra pas l'identifier parce qu'il faut garder... protéger l'enfant, là. Mais on parle ici d'un enfant de 6 ans. Donc là, il va y avoir des procédures judiciaires qui vont venir nous déterminer qu'est-ce qui a pu se passer. Mais moi, là où je trouve ça important d'en parler, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir le réflexe de se dire c'est trop pour moi, tu sais, puis c'est normal, ça. Mais en même temps, il y en a. Mickaël, sur un rôle, t'envoies combien de fois, toi, des accusations en matière de pornographie juvénile? Beaucoup trop, puis chaque fois, il faut en parler, et c'est tellement grave qu'il y a même des peines minimales qui sont mises. C'est pas une seule photo, par exemple, même une personne qui l'a téléchargée, qui ensuite se dit « OK, non », ben il va aller 6 mois en prison, 1 an en prison, parce que les crimes contre les enfants, ben, les tribunaux, ils le disent depuis des années, depuis des décennies, les enfants, c'est l'avenir de la société. Un enfant doit pouvoir grandir de façon normale pour devenir un atout pour la société, alors que dès qu'il part avec un traumatisme comme ça, ben ça crée un coût pour l'enfant, pour la société, parce qu'on les voit. Ceux qui deviennent adultes, ils font des crimes. Pour que ça ait un impact. Moi, c'est ce qu'elle m'a raconté, la policière à qui j'ai parlé. Elle me disait, la sergente Como, ce qu'elle me racontait, c'est que le simple fait de savoir qu'une photo, et il n'est pas obligé d'avoir eu une agression sexuelle lors de la prise de photo, là, mais le simple fait qu'il y a une photo où la personne est nue, vulnérable, ça a des impacts psychologiques sur les victimes. Et ça, elle est capable vraiment être à même dans son travail de le réaliser. Et le simple fait que cette photo-là, moi, je me suis questionnée à savoir si l'accusé là-dedans, Luc Gendron, aurait pu
distribuer ça à d'autres personnes parce que ça s'est vu, hein, des clubs, des gens qui s'échangent des photos, c'est fréquent. Puis la preuve en ce moment n'amène pas ça, ne révèle pas ça. Ceci dit, le simple fait de l'avoir envoyé une seule fois, elle, ça l'inquiète. Parce qu'elle dit Internet, là, vous ne réalisez pas la force que ça peut avoir. Ça lui arrive des fois, il y a une photo qui est envoyée une seule fois, et parce que quelqu'un de malveillant est allé la chercher, parce qu'il y a eu du piratage, ou parce que le fait d'envoyer dans Internet, là, ça, ben, ça fait en sorte que t'as plus le contrôle. Puis du tout. Les images du petit garçon, ça risque d'exister pour encore très, très, très longtemps. Tu sais, mais moi, je veux juste peut-être te questionner là-dessus. Oui. Tu sais, moi, j'ai un petit bonhomme qui va avoir 6 ans. Fait que c'est super égoïste de ramener ça à soi, mais jamais ça me passerait par la tête d'envoyer une photo de lui, tu sais, de participer à ça, de fournir des images ou des vidéos explicites à un étranger ou à... Comment un parent peut faire ça? Il y a aussi toujours l'intention, là, tu sais, ça arrive sûrement là, que tu prends des vidéos de tes enfants dans leur bain, puis c'est donc bien rigolo, puis nous, on pense pas comme à ça et tout. On parle pas de ça, là, on parle vraiment... La fille aurait pas été accusée parce qu'elle a envoyé une photo de son enfant dans son bain, là, on s'entend, là, juste pour faire comme « Regarde comment il est cute! » C'était pas assouvir les pulsions d'un l'accusation, entente et arrangement, c'est effectivement pour assouvir. Ce qui est particulier aussi, dans ce cas-là, c'est que l'individu en question qui a été accusé, c'est quelqu'un qui était pas du tout connu des policiers. C'est pas un pédophile notoire, quelqu'un de reconnu. En ce moment, il est accusé, puis le processus judiciaire nous dira là, qu'est-ce qu'il en est de lui. Puis j'ai posé la question à la sergente détective, j'ai dit, est-ce que ça vous inquiète de savoir que... Tu sais, qu'il y a encore des gens qui passent à travers les mailles tu sais, du système, puis elle dit oui, mais avec le travail que je fais, tu sais, comme je vous disais, elle a fait ça à longueur de journée, j'ai un nouveau mantra, moi, c'est un à la fois. Tu sais, il faut que tu vives avec le fait que tu les arrêteras pas toutes, tu sais. Ben oui. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui l'habite, puis qui habite, je pense, pas mal d'enquêteurs qui travaillent à ce niveau-là. En même temps, tu sais, le gars a jamais été accusé. Moi, je prête pas d'intention, mais ces gens-là qui reçoivent, qui consultent ou qui partagent ou qui... Ben, dans ce cas-là, c'est consultent, là, mais des photos d'enfants nus ou peu importe, de la pornographie juvénile, ils savent qu'ils font quelque chose de pas correct. Non, mais Max, c'est sûr. Là, ils prennent les moyens pour pas se faire piéger. Exactement. Il a juste jamais été piégé comme bien des criminels. Il y a des criminels qui vont se faire prendre pour la première fois, mais qui font leur crime depuis plusieurs... qui roulent leur boss, là, on s'entend. Donc, c'est important, je pense, d'en parler, puis d'être à l'affût, puis de juste... si un enfant verbalise quelque chose qu'il a pas trouvé normal, à 6 ans, il commence à jaser, puis à nous raconter des trucs. Là. Est-ce que, monsieur Gendron, est-ce qu'il a témoigné? Est-ce qu'il a été questionné un petit peu? Ou pas pour l'instant, là. On verra qu'est-ce qui va arriver. Lui, c'est un monsieur de Sainte-Agathe, là, qui des Laurentides, la police de Longueuil qui enquête là-dessus. Là, donc, ça prouve aussi qu'il n'y a pas de territoire dans ces... Au moins, ils se parlent beaucoup, les policiers, parce qu'ils ont compris qu'ils doivent collaborer entre eux, entre différents corps de police, pour mener à bien ces enquêtes. Oui, absolument. Donc, voilà, je pense qu'il faut rester à l'affût de ces crimes-là parce que on en parle souvent, on est tous horrifiés, mais c'est important aussi de réaliser le travail que les policiers font pour combattre ça. C'est le genre de crime que, au cours des prochaines années, tout le monde est rendu avec un téléphone, exact. Tout le monde est sur les ordinateurs. C'est des crimes qu'on va voir de plus en plus souvent au fil des prochaines années. Mais très choquant. Merci de bien scraper notre journée, Val. Très apprécié. Stéphane Allary, re-bienvenue. C'est le fun de te retrouver. Et là, cette fois-ci, tu nous ramènes encore du vieux papier jauni. Ça t'allais dire du vieux stock. Tu nous ramènes encore du vieux stock. Ben écoute, c'est arrivé, on n'était même pas nés. 1982, une émeute meurtrière. Effectivement, grâce à nos archives, ce que j'ai tiré de nos archives, c'est un événement qu'on verrait plus vraiment de nos jours. C'est une tentative d'évasion massive dans un pénitencier. Qui est devenu un des événements les plus dramatiques dans l'histoire carcérale au Canada. Ça s'est passé à Sainte-Anne-des-Plaines, au pénitencier Archambault. Tout ça va se solder par la mort de 3 gardiens, de deux détenus et il y aura plusieurs blessés, évidemment. Alors, comme tu l'as dit, Valérie, ça se passe en 82, le 25 juillet 82. On est un dimanche soir. Alors, vers 22h30, les détenus doivent retourner en cellule.
On parle d'environ 300 détenus à ce moment-là qui doivent retourner en cellule. Et pour ce faire, ils doivent passer par un point central là, de la façon dont le pénitencier est configuré. C'est un point de contrôle névralgique qu'on appelle le contrôle N. Sauf que soudainement, entre 40 et 50 détenus se déchaînent. Il y a une émeute qui éclate. Alors, certains ont des armes artisanales, d'autres ont attrapé des objets contondants et ils se mettent à attaquer les gardiens. Certains gardiens réussissent à se retrancher dans l'armurerie, notamment pour protéger cette section-là et se mettre à l'abri. Mais il y a une dizaine de gardiens qui se retrouvent isolés, coincés avec les détenus. Ça va prendre 3 heures à une unité spéciale des services correctionnels pour reprendre le contrôle de la prison. Pendant ce temps-là, évidemment, les services policiers ont fait un cordon très serré. Là. Il y a un fort contingent qui est déployé autour de la prison pour prévenir toute évasion. Au bout de 3 heures, quand on va finir par rentrer dans la prison, ce qu'on y trouve, c'est désolant. D'abord, on trouve 3 détenus qui ont été assassinés. On trouve les corps 3 gardiens de prison, ouais. Oui, effectivement. On trouve les corps de 3 gardiens qui ont été assassinés. Parmi les 10? Parmi les 10, parce qu'il y a 3 gardiens qui ont été tués, 7 qui ont été blessés. Pour ajouter au tragique de l'affaire, un des gardiens qui a été assassiné, Léandre Leblanc, c'est un monsieur de 60 ans, il était à 1 heure de la retraite quand les événements ont éclaté. Eh bien, voyons donc. Ça. Alors, évidemment, on reprend le contrôle un petit peu de la prison. Les gens et les gardiens blessés attendaient depuis 3 heures d'être secourus. Et ça doit être interminable. Alors, on voit des photos, justement. Et ce qu'on en découvre aussi, c'est que les gardiens qui ont été tués, ils ont été littéralement torturés. Le coroner qui va être affecté au dossier va utiliser le terme boucherie. En fait, il va dire le mot boucherie est faible. Alors, après avoir lu les rapports d'autopsie des 3 gardiens. Évidemment, il y a plusieurs enquêtes de toutes sortes qui sont lancées, mais une des enquêtes va conclure que la cause des événements, c'est une tentative d'évasion massive. Donc, c'est un plan pour faire évader. C'était déjà prévu, il y avait des armes, il était prêt. C'était prévu. Et on va réussir à identifier les 2 détenus à l'origine de cette émeute-là, de cette révolte-là. Yvon Martin et Christian Perrault. Le deuxième était en prison à vie pour le meurtre d'un policier de Montréal lors d'un vol à main armée. Et l'autre était un type de la région de Québec. Il avait fait un double meurtre dans la région de Charlesbourg, dont sa belle-sœur. Fait que des gens qui n'ont pas peur de tuer. En fait, c'est des gens qui avaient absolument rien à perdre. Il n'y avait plus rien à perdre. Il n'y avait rien à perdre. Et l'enquête va aussi démontrer qu'ils ont joué un rôle très actif dans la torture des gardiens de prison. Et il y avait tellement rien à perdre que ce sont eux les 2 détenus qu'on va trouver morts quand on va entrer dans la prison. Et ils se sont suicidés à l'aide de capsules de cyanure. Entrés en contrebande. Ouais. À l'époque, la contrebande commençait à être remarquée dans les pénitenciers. Alors, ils se sont suicidés chacun dans leur cellule avec une capsule de cyanure. Ils ne seront pas accusés, eux, évidemment. Mais il y a une dizaine d'autres détenus qui vont être accusés du meurtre prémédité des gardiens. Il va y avoir un énorme procès qui va se tenir à Joliette sous haute surveillance. Alors, soir et matin, ces détenus-là étaient véhiculés au palais de justice accompagnés du groupe tactique de la Sûreté du Québec avec l'hélicoptère qui survolait le convoi. Chaque jour? Chaque jour. Au bout du compte, il y a seulement 3 des détenus qui vont être déclarés coupables. Les autres vont être acquittés probablement par manque de preuves. On n'a pas pu prouver leur implication. T'imagines-tu tu sais, de tout démêler ça, là? Qui a fait quoi? À l'époque, il n'y avait probablement pas de caméra dans les centres de détention. En 82, il devait y avoir des caméras. Dans les textes que j'ai lus sur l'événement, on ne parle pas de caméra. Okay. C'est ça. Puis, tu sais, donc, puis on peut se penser que c'est juste les témoins, que c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Ça devait vraiment être un peu. J'ai l'impression qu'il devait y avoir des caméras de surveillance, mais peut-être pas d'enregistrement. Peut-être, exactement. Et ce qui a beaucoup frappé à l'époque, parce qu'il y en avait des événements du genre à l'époque dans les pénitenciers, mais c'était parfois des courtes prises d'otages pour des détenus qui voulaient obtenir de meilleures conditions de détention. Mais dans ce cas-là, c'était vraiment une attaque sauvage, orchestrée, bien planifiée, avec l'idée de faire évader des dizaines de détenus. Puis ça a dû faire changer les choses beaucoup par la suite, parce que même encore maintenant, on parle de la sécurité des gardiens en prison. On s'entend, c'est pas avec des enfants de cœur qui travaillent. Une des choses que ça a changé, c'est comment on gère le déplacement des détenus dans la prison.
À ce moment-là, comme je disais un peu plus tôt, il y avait quelques centaines de détenus qui étaient en mouvement en même temps. C'est ça. Alors, c'est une C'est des par choses, petits groupes, hein, c'est une des c'est choses maintenant qui ont été corrigées. Les détenus ont compris, 30 ans plus tard, ils ont pris un hélicoptère pour s'évader. Essayer de s'évader, ouais. Ça n'a On a pas vu plus ça fonctionné, 2 fois. cependant. Non, c'est ça. Mais non, et finalement, ben, on voit certaines photos ici. Les gardiens ont eu droit à des funérailles nationales. Il y avait 4000 personnes. Il y avait 600 gardiens de prison d'un peu partout en Amérique du Nord qui se sont déplacés pour l'occasion. Hey, mais mets-toi, mettons, à la place de la conjointe de Léandre, tu disais? Léandre Leblanc. Léandre, mets-toi à la place de la conjointe ou des enfants qui disent « Hey, papa, ou mon homme tombe à retraite ce soir, puis t'apprends que c'est 2 meurtriers qui ont tué ton conjoint ou ton mari. » Ça doit être épouvantable. Et dans les textes publiés à l'époque, on raconte que M. Leblanc était un blessé de guerre qui boitait légèrement parce qu'il avait été blessé. Puis tu sais, l'acharnement dont ils ont été victimes, c'est ça aussi qui est quand même choquant, là, tu sais, de dire qu'ils ont été mutilés. On peut-tu penser que c'est parce que les détenus pensaient justement que c'était une façon, un outil de négociation, peut-être qu'en les torturant, peut-être, je sais pas. Mais ça reste quand même un symbole fort là, de s'en prendre à des gardiens. Puis Oui, ben d'ailleurs, ça a relancé 2 débats à l'époque. Le débat sur le port d'armes par les gardiens de prison et le débat sur la peine de mort, un sujet qu'on a abordé récemment ici. Le sujet sur la peine de mort pour les accusés qui ont tué des gardiens de prison ou des policiers en service. Ben, il y en a un qui avait déjà tué un policier en plus. Là, donc, en effet. Mais c'est parce que tu peux-tu avoir des gardiens armés en tout temps en prison quand tu es avec juste des criminels? Il y a un danger de désarmement. C'est là tout le débat. Absolument. Ben, c'est fascinant tout ça. Puis... Mais déjà à l'époque, il y avait des problèmes de pics artisanaux puis tout ça. Plus ça change, plus c'est pareil. Faut pas si originaux que ça. Finalement, les détenus. Il y avait déjà des problèmes de contrebande. Mais t'as raison de dire là, que des histoires comme ça, déjà, quelqu'un qui est accusé de des doubles meurtres, il y en a, mais il y en a pas tant que ça. En plus, quelqu'un qui a tué un policier, qui s'en prend un gardien. La sécurité, heureusement, a bien changé là, dans les centres de détention. Mais on voit plus ça, des évasions, de pénitentiaires à sécurité maximale ou des tentatives même, on n'en entend plus parler de ça. Je pense que les mesures ont été améliorées et un événement comme ça, moi, en plus de 30 ans de carrière, j'ai jamais vu quelque chose de genre. Des petites émeutes, ça arrive. Ça arrive, tu sais, des détenus qui sont fâchés, ça arrive. Sauf que des histoires comme ça, je pense qu'on verra plus jamais ça de notre vivant. Effectivement. Espérons-le. Hey, espérons-le. Très bon, Steph. Tu fais tu fais de la belle ouvrage. Hey, merci beaucoup pour votre implication, puis on se reparle la semaine prochaine. Merci. Merci. Tous les articles discutés dans ce balado sont disponibles au www.journaldemontréal.com.